Beaucoup d'entre vous connaissent peut-être Askeladd de la série Vinland Saga. Ici, il est présenté comme un guerrier viking sauvage avec une histoire incroyable. Mais saviez-vous que son personnage est vaguement inspiré d'un homme réel nommé Olaf le Paon? Voici son histoire. Olaf était le fils de Hoskuld, un chef respecté qui vivait dans la région de Laxdela en Islande. Sa naissance, selon la saga de Laxdela, résultait de circonstances inhabituelles et compliquées. Il est né vers l'an 938. Au cours d'un voyage commercial en Norvège, Hoskuld s'est arrêté à Branø, une île du sud de la Suède, où il a rencontré un marchand de la Russe. De lui, Hoskuld a acheté une femme qu'il croyait être muette. Elle s'appelait Melkorka, et elle fut prise par Hoskuld comme femme esclave. Pendant qu'Hoskuld était loin d'Islande et loin de sa femme, Jorun Bjarnadottir, Melkorka est devenue sa concubine. Quand Hoskuld est rentré chez lui, il a ramené Melkorka avec lui. Jorun était mécontente de sa présence, mais Melkorka fut autorisée à rester dans la maisonnée. Même ainsi, pendant que Hoskuld était de retour en Islande, il continua à vivre comme le mari de Jorun et ne l'a mis pas ouvertement de côté. L'hiver suivant, Melkorka donna naissance à un fils. Le garçon fut nommé Olaf. Dès son plus jeune âge, on disait qu'Olaf était un enfant exceptionnel. À l'âge de 2 ans, il savait déjà marcher et parler clairement. Cela a rapidement conduit à une découverte importante. Un jour, Hoskuld entendit Melkorka parler à son fils et se rendit compte qu'elle n'avait jamais été muette. Lorsque Hoskuld l'a confrontée, Melkorka a révélé sa véritable identité. Elle déclara qu'elle était une princesse irlandaise qui avait été capturée lors d'un raid viking. Elle affirma également que son père était un roi irlandais nommé Myrkjartan. Après cela, les tensions s'accrurent entre Jorun et Melkorka. Leurs désaccords devinrent suffisamment graves pour que Hoskuld décide de déplacer Melkorka et Olaf loin de la maison principale. Il les installa dans une ferme séparée. Lorsqu'Olaf eut 7 ans, son avenir changea de nouveau. Un chef riche mais sans enfant nommé Thord l'accueillit comme fils nourri et héritier. La mère d'Olaf s'opposa à cet arrangement, mais le placement en famille d'accueil eut lieu malgré tout. L'arrangement profita à la fois à Thord et à Hoskuld. En accueillant Olaf, Thord bénéficia de la protection et du soutien de la puissante famille de Hoskuld. Hoskuld assura ainsi un avenir plus solide à Olaf. Comme Olaf était son fils né d'une concubine, la loi islandaise limitait ce que Hoskuld pouvait lui léguer directement. Grâce au fait d'avoir été confié à Thord, Olaf eut accès à un héritage qu'il n'aurait peut-être pas reçu autrement. À l'âge de 12 ans, Olaf accompagna Thord à l'Elting, la grande assemblée d'Islande. Là-bas, ses beaux vêtements et son apparence remarquable attirèrent l'attention. C'est à cette époque qu'il gagna le surnom sous lequel il serait connu Olaf le Paon. Vers l'an 956, Olaf commença à regarder au-delà de l'Islande. À cette époque, il n'était plus simplement le jeune fils de Hoskuld et Melkorka. Il était devenu un homme prometteur, connu pour son apparence, sa prestance et l'histoire inhabituelle de sa naissance. C'est Melkorka qui l'a poussé à partir à l'étranger. Elle n'avait jamais oublié ses propres origines et elle voulait que son fils recherche la famille dont elle avait été arrachée. Pour Olaf, le voyage n'était pas seulement une occasion de gagner richesse et réputation, c'était aussi une chance de prouver la véracité de l'histoire de sa mère et de se présenter devant les gens qui partageaient son sang. Hoskuld n'a pas soutenu le projet. Il n'était pas disposé à fournir à Olaf des marchandises pour le voyage. Et le père adoptif d'Olaf, Thord, bien qu'il fût riche, possédait la majeure partie de ses biens sous forme de terre et d'autres biens qui ne pouvaient pas facilement être convertis en fonds de voyage. Le voyage nécessitait de l'argent, de l'équipement et l'aide d'hommes qui connaissèrent la mer. Melkorka prit alors les choses en main. Pour aider à réunir ce qui était nécessaire, elle épousa Thorbjorn le Faible, un fermier qui l'avait déjà aidé à gérer son domaine. Ce mariage n'était pas présenté comme une union romantique, mais comme une démarche pratique. Grâce à cela, Melkorka a contribué à réunir les moyens nécessaires pour le voyage d'Olaf. Elle et Thorbjorn eurent plus tard un fils nommé Lambi. Olaf finit par quitter l'Islande en bateau avec un capitaine nommé Horn.
Horn était un homme lié à la cour du roi Harald Manteau de Gris de Norvège, et sa position offrit à Olaf une voie importante pour entrer dans la société norvégienne. Leur voyage vers la Norvège se passa bien, et, à leur arrivée, Horn conseilla à Olaf de se présenter à la cour du roi. Olaf suivit ce conseil. À la cour de Harald Manteau de Gris, il fut reçu avec honneur. Ses manières, son apparence et ses liens familiaux l'aidèrent à attirer rapidement l'attention. Il était également favorisé par Gunhild, la mère du roi, qui exerçait une grande influence en Norvège. Lorsqu'Olaf dit à Gunhild qu'il voulait se rendre en Irlande pour retrouver la famille de sa mère, elle le soutint. Elle comprit l'importance du voyage et lui donna les moyens de le mener à bien. Grâce à son aide, Olaf put voyager en homme de son rang, et non comme un vagabond sans protection. Avant qu'Olaf ne parte pour l'Irlande, Melkorka lui donna des objets pour prouver qui il était. Ceux-ci étaient des cadeaux destinés à son père et à la femme qui s'était autrefois occupée d'elle. Selon la tradition des sagas, de tels objets étaient essentiels. Olaf arriverait dans une terre étrangère avec une prétention difficile à faire valoir. Il était le fils d'une femme enlevée des années plus tôt et le petit-fils d'un roi irlandais. Olaf partit alors pour l'Irlande avec Horn et ses hommes. Pendant le voyage, leur navire fut pris dans un épais brouillard. Lorsque le brouillard se dissipa, l'équipage ne savait pas où il se trouvait ni quelle direction prendre. Une dispute éclata entre Horn et plusieurs autres membres de l'équipage. Certains voulaient que la décision suive l'avis de la majorité. Olaf rejeta cela. Il déclara que les hommes les plus sages devaient décider, car un mauvais jugement ne devenait pas plus sûr simplement parce que beaucoup de gens le partageaient. Ces paroles mirent fin à la dispute, et Horn fut autorisé à guider le navire. La décision les mena en Irlande, mais pas dans un port sûr. Ils ont débarqué loin de la protection des établissements et des comptoirs commerciaux nordiques le long de la côte. Cela les a laissés exposés. Pour les Irlandais locaux, l'arrivée soudaine d'un navire étranger n'était pas un spectacle anodin, surtout dans un pays où les raids vikings et les établissements nordiques avaient façonné des générations de conflits. Des hommes locaux sont venus s'en prendre au navire. Olaf a essayé de leur parler, et la saga dit qu'il connaissait la langue irlandaise apprise de sa mère. Ce détail est important car il montre que Melkorka n'a pas seulement transmis son histoire à Olaf, mais a aussi préservé une partie de sa patrie à travers la langue. Même ainsi, les paroles d'Olaf n'ont pas suffi à assurer la paix. Les Irlandais ont attaqué les nouveaux arrivants et ont tenté de s'emparer de leurs biens. Olaf et ses compagnons étaient maintenant dans une position dangereuse. Ils n'étaient pas venus en tant que pillards, mais ils étaient des étrangers armés sur une côte irlandaise, et les habitants avaient peu de raisons de leur faire confiance. La situation changea lorsqu'un groupe de cavaliers arriva. Leur chef était un roi plus âgé, et il apprit bientôt qu'Olaf prétendait être le fils de Melkorka. Les objets qu'Olaf portait furent présentés, et l'histoire de sa mère fut racontée. Le roi était Myrkjartan, l'homme que Melkorka avait nommé comme son père. Myrkjartan accepta Olaf comme son petit-fils. La rencontre donna un sens au voyage d'Olaf. Il avait traversé de l'Islande à la Norvège, puis en Irlande pour confirmer l'identité que sa mère avait gardée en silence pendant de nombreuses années. À présent, il se tenait devant la famille dont elle avait été arrachée. Olaf resta en Irlande pendant un certain temps et fut traité avec de grands égards. Le roi l'accueillit chaleureusement, et la saga décrit leur relation comme étant chaleureuse et respectueuse. Le roi était satisfait d'Olaf et le considérait comme un homme digne d'un rang élevé. Selon la saga de Laxdela, Myrkjartan alla même jusqu'à proposer à Olaf de faire de lui son héritier. Cette proposition mit Olaf dans une position difficile. L'accepter aurait signifié rester en Irlande et s'impliquer dans la politique de la famille de sa mère. Cela aurait également risqué de provoquer la colère des fils de Myrkjartan, qui avaient leurs propres revendications et attentes. Olaf comprenait qu'une telle décision pouvait engendrer du ressentiment et des conflits. Pour cette raison, il a choisi de ne pas rester. Sa décision témoignait autant de prudence que d'ambition. Il avait obtenu reconnaissance, honneur et la preuve des origines royales de sa mère, mais il ne voulait pas apporter de problème à la maison du roi, ni se mettre en opposition avec ses oncles irlandais.
Olaf quitta l'Irlande avec des cadeaux et une réputation renforcée. Son voyage avait confirmé la véracité du passé de Melkorka et élevé sa propre réputation aux yeux de ceux qui en entendaient parler. Il était parti à l'étranger comme le fils d'une concubine dont l'histoire aurait pu être mise en doute. Il était revenu comme un homme qui avait été honoré en Norvège et reconnu en Irlande par un roi. Après avoir quitté l'Irlande, Olaf retourna à la cour du roi Harald Manteau-Gris. Là, il fut de nouveau reçu avec beaucoup de respect par Harald et Gunnhild. Son voyage avait ajouté à sa renommée, et à partir de ce moment, la place d'Olaf parmi les grandes figures de l'Islande devint bien plus assurée. Olaf retourna en Islande vers l'an 957, apportant avec lui une grande richesse et une grande réputation. Il était parti jeune homme, cherchant la reconnaissance à l'étranger. Il revint en tant qu'homme honoré en Norvège, reçu par la royauté en Irlande et accepté comme le petit-fils d'un roi. Son retour a changé la façon dont beaucoup de gens le voyaient. Olaf était toujours le fils de Melkorka, une femme autrefois considérée comme une esclave, mais son voyage avait donné plus de poids à son histoire et rehaussé son statut. Il avait de la richesse, de beaux biens, des relations puissantes et la confiance d'un homme qui avait vu plus du monde que la plupart des Islandais de son âge. Peu de temps après le retour d'Olaf, son père Hoskuld commença à organiser un mariage pour lui. La femme choisie était Thorgerdr Eddisdottir, la fille d'Edil Skallagrimson, le célèbre berserker, duelliste et guerrier. C'était une union importante. Edil était l'un des hommes les plus redoutables d'Islande, connu pour sa force, sa poésie, son tempérament et sa longue histoire de conflits avec les rois. Épouser quelqu'un de sa famille, c'était être lié à l'une des lignées les plus respectées et redoutées du pays. Thorgerd, cependant, n'était pas facilement convaincue. Au début, elle ne voulait pas épouser Olaf. Elle s'opposait au fait que sa mère avait autrefois été connue comme une esclave, et elle refusait d'accepter l'affirmation selon laquelle Melkorka était réellement la fille d'un roi irlandais. À ses yeux, la richesse et l'apparence d'Olaf n'effaçaient pas complètement l'incertitude entourant sa naissance. Olaf lui parla alors en privé. La saga dit que leur conversation dura longtemps. Ce qui s'est dit entre eux n'est pas entièrement consigné, mais à la fin, Thorgerd avait changé d'avis. Olaf semble l'avoir convaincu non seulement de l'identité de sa mère, mais aussi de sa propre valeur. Elle accepta le mariage. Le mariage fut célébré avec honneur. Olaf offrit à Edil une épée finement fabriquée qu'il avait rapportée d'Irlande, un cadeau digne d'un homme du rang et de la réputation d'Edil. Ce geste témoignait à la fois de respect et de confiance. Cela marquait également l'entrée d'Olaf dans une puissante alliance, qui unissait les descendants de Hoskuld à la famille d'Edil Skallagrimson. Leur vie commune est présentée dans la saga comme étant heureuse. Thorgerd était déterminé et fier, et Olaf était généreux, capable et ambitieux. Ensemble, ils commencèrent à bâtir un foyer qui allait devenir l'un des plus importants de la région. Aux alentours de l'an 962, le père nourricier d'Olaf, Thord, mourut. Thor avait recueilli Olaf enfant et l'avait fait son héritier, et maintenant Olaf héritait de ses biens et de son argent. Avec cet héritage, Olaf acheta des terres et fonda une nouvelle maison. Les gens s'installèrent près de la demeure d'Olaf, et beaucoup le considéraient comme leur chef. Son autorité augmenta régulièrement, non seulement grâce à sa richesse, mais aussi parce qu'il savait rassembler les gens autour de lui. Il avait les manières d'un chef, la générosité attendue d'une grande maison et la dignité personnelle qui poussait les hommes à le suivre. La demeure d'Olaf était réputée pour sa richesse et sa décoration, et la saga s'en souvient comme l'une des plus belles demeures d'Islande. On disait que ses murs étaient ornés de scènes tirées des anciennes histoires, soigneusement réalisées et très impressionnantes. Vers l'an 965, Hoskuld mourut. Sa mort apporta une nouvelle épreuve à la famille. Dans son héritage, Hoskuld laissa de l'or à Olaf. Cela provoqua des tensions avec les fils légitimes de Hoskuld. Ce don montrait l'affection de Hoskuld pour Olaf, mais il risquait aussi de susciter du ressentiment chez ses autres fils. Olaf comprit le danger. Plutôt que de laisser le conflit s'envenimer, il fit preuve de retenue. Il paya un tiers du coût du festin funéraire de Hoskuld,
un geste public et honorable qui contribua à apaiser les tensions. Ce faisant, Olaf montra les qualités qui firent de lui un homme puissant. Il ne répondait pas à chaque offense par la colère, ni ne poussait chaque avantage à l'extrême. Il savait quand rester ferme et quand préserver la paix. Au moment de la mort de Hoskuld, Olaf le Paon était devenu l'un des hommes les plus respectés d'Islande, non seulement en raison de sa richesse et de son ascendance, mais aussi grâce à sa façon de se comporter parmi les hommes. Aux alentours de l'an 975, Olaf décida de voyager à l'étranger une fois de plus. Sa femme ne voulait pas qu'il parte, mais Olaf y alla malgré ses objections. Il navigua jusqu'en Norvège, et là-bas, Olaf rendit visite à Hakon Jarl, le suzerain du pays qui avait pris le trône à Harald Manteau de Gris. Hakon l'accueillit avec beaucoup d'honneur et lui fit un précieux cadeau, une cargaison de bois à rapporter en Islande. En Irlande, il était difficile de se procurer du bon bois, donc c'était un cadeau généreux et utile. Cela montrait aussi le respect qu'Olaf avait gagné auprès des hommes puissants à l'étranger. Olaf mourut en l'an 1006. Askeladd et Olaf le Paon se ressemblent car ils ont tous les deux des origines mixtes nordiques et celtiques. Façonnés chacun par leur mère, ils portent un lien avec un sang royal caché. Askeladd est à moitié danois et à moitié gallois, tandis qu'Olaf est islandais par son père et irlandais par sa mère. Deux hommes intelligents comprennent aussi le pouvoir. Askeladd utilise la stratégie, la peur et la violence pour survivre. Olaf utilise la richesse, les alliances, la loi et la réputation pour s'élever dans la société islandaise. La principale différence est leur caractère. Askeladd est impitoyable, violent et prêt à tromper ou à tuer pour atteindre ses objectifs. Olaf est plus réservé, généreux et cherche la paix. En termes simples, Askeladd est un tragique guerrier et homme politique, tandis qu'Olaf le Paon est un chef respecté qui construit son pouvoir grâce à l'honneur, la famille et la retenue. Je tiens à adresser un immense merci à tous mes membres. Votre contribution aide vraiment à rendre toutes ces vidéos possibles. Un remerciement spécial à Stéphanie Hasson, Thérèse Lux et Jean Seitz. Si vous avez apprécié la vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager. Et je vous retrouve très bientôt pour un autre épisode de History Profiles.